Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait notre crypto rapport et donc ici, c'est un rapport fondamental 100% dédié au Bitcoin et la blockchain. Donc ici, on va regarder tout ce qui se passe au niveau mondial. Donc on va faire un tour global, voir sur tous les continents ce qui se passe et à la fin, on terminera par tout ce qui est institution. Donc ici, c'est 100% fondamental et bien évidemment, tout ce qui est news, informations qui nous orientent et qui vont nous inspirer à aller faire encore bien plus d'investigation. Donc toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur le Trading Watch TV, donc notre canal YouTube. Donc venez, profitez-en et faites comme pas mal de monde, hein. Donc regardez tout ce que nous avons là en archive et donc ça va vous aider, ça va vous orienter, ça va vous inspirer. Et d'un autre côté, pour ceux qui ont besoin de nos services et de nos solutions, vous venez au www.ictune.com. Donc là, c'est la boîte de consulting et de recherche. Et donc là, vous allez pouvoir voir ce que nous avons au niveau des programmes d'éducation financière, les consulting one-on-one à l'année, au semestre et au mois aussi. Et vous avez la solution active. Donc là, on va au charbon, vous et moi, pour faire nos analyses fondamentales. Enfin, d'abord, générer des idées, ensuite, analyse fondamentale, technique, risk management, money management et tout ce qui va avec. Et les Global Crypto Research, donc là je suis en plein Q3, donc en train d'arranger quelque chose. Donc là je suis en train de peaufiner le tout. C'est bien que tant que c'est pas parfait à mon goût, ben voilà, je ne sors pas quelque chose qui n'est pas parfait à mon goût. Donc il y a toujours pas mal de choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Le squelette est déjà mis, mais il y a certains graphiques que je dois actualiser. Et donc après, vous allez commencer à recevoir les vidéos. Donc ce week-end, donc ça peut être cette nuit, demain, ou on va dire durant la semaine, le tout va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, tout est là. C'est dans le four, c'est en cuisine. Le plat est bientôt, enfin il sera bientôt servi. Et bien sûr ici les consulting à la carte au niveau mensuel, paiement, ben, tout ce qui est PayPal, les crypto paiement et via la boutique en ligne. Donc là, on y va tout de suite. On va commencer maintenant l'émission de la semaine et on y va. On va commencer par une vidéo. Et sur cette vidéo ici, je dois faire attention à mes commentaires. Pourquoi? Ben, on m'avait fait remarquer qu'il y avait une vidéo qui avait disparu du canal, la vidéo du 21 avril. Et dans la vidéo du 21 avril, si vous vous rappelez, il y avait Monsieur Tom Lee qui était invité ici à CNBC et il parlait de la même chose, hein, possible montée du Bitcoin, enfin retour du Bitcoin, enfin le Bitcoin à 25 000 pour la fin de l'année. Ça a été très mal vu, enfin, il s'est passé ce qui s'est passé lors de l'émission. J'ai fait un commentaire. YouTube m'a notifié pour me dire que cette vidéo était bloquée de manière internationale. Je pensais que c'était pour les droits d'auteur. Ben non, vu que chaque semaine je partage des vidéos de CNBC et de Bloomberg ou de quoi que ce soit, il n'a jamais eu de problème au niveau des droits d'auteur. Mais il y a une minute durant laquelle ben, j'ai donné mon opinion sur ce qui se passait parce que voilà, pour moi c'était un manque de professionnalisme. Donc là je dis ceci, donc ça, si vous voyez que cette vidéo aussi a disparu, ben, c'est par rapport à ça. Et donc là maintenant ils ont remis ça. Donc ils ont ramené Monsieur Tom Lee et c'était par rapport au consensus et ce qui se passait, l'historique du consensus et le Bitcoin durant le consensus et les cryptos haussiers et après consensus dans les 2 mois à la hausse. Et ben là, ben, ça n'a pas été le cas. Et donc là maintenant, ben, il revient dessus et maintenant, comme il dit bien, Tom Lee, il dit lui-même, il veut vraiment être clair, le Bitcoin pour lui à 25 000. Mais ici dans la vidéo, il s'explique. Donc là, vous avez les liens. Ici, vous aurez tout ça en description de vidéo. Il explique ce qu'il a dit et il revient encore sur ce qu'il avait dit au même moment. Et là où je trouvais que pour moi, il y avait un manque de professionnalisme parce qu'il a bien donné, comment dirais-je, il a bien développer sa thèse, bon, dans le peu de temps qu'on lui a accordé, développer sa thèse afin de bien comprendre le pourquoi est-ce que le Bitcoin pourrait arriver à cela. Il n'a pas dit que c'était une science exacte, il a dit non, on voit ça à ces niveaux-là, donc si ça remonte, ça devrait faire ci, ça, par rapport à pas mal de choses. Donc là, voilà, donc il a remis ça. Donc si après vous voyez que cette vidéo disparaît, ben, sachez que c'est encore CNBC. CNBC appartient au groupe Universal, donc c'est Universal qui viendra encore une fois ben, me taper sur le doigt vu qu'ils n'auront pas apprécié ce que je dis. Et comme je dis, ce n'est pas la première fois que ça leur arrive, donc c'est déjà arrivé. Mais donc voilà, donc là, je vous laisse ça à votre propre discrétion. Continuons. Et au niveau global, ben, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, on a le CEO de ShapeShift. Donc ShapeShift, c'est la boîte qui est derrière les wallets de Jax, hein. Donc si vous les utilisez, une boîte fintech. Donc on a ce monsieur ici, hein, monsieur Voris ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était dans un débat avec monsieur Peter Schiff. Et donc le débat était très animé, très houleux. Avec Peter Schiff, c'est un, comment dirais-je, il vient d'une famille. Son père était un économiste très connu aux États-Unis, ainsi de suite, qui a eu une fin assez tragique. Et cela fait que c'est un personnage très 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 connu. Peter Schiff, lui, est très jeune dans tout ce qui était économie, tout ce qui était stock market, ainsi de suite, broker, banquier d'investissement, et maintenant, bah, voilà, il gère un fonds. Et donc voilà, donc
fond contre le dollar, enfin avec toutes les débâcles que vous voyez, que vous pouvez entendre, hein, avec le marché qui est là, l'injection, enfin tout ce qui est politique QE, les taux d'intérêt négatifs dans certaines banques ou bien très faibles dans certains cas, plus tout ce qui se passe au niveau du stock market pour lui nord-américain surévalué, mais bon ça c'est pas, y a rien de nouveau ici. Et maintenant, bah tiens, lui, il y a des actifs comme le Bitcoin qui pour lui sont tout et n'importe quoi, on doit rester 100% or et ainsi de suite, donc voilà, l'or oui c'est un stock de valeur, mais le Bitcoin aussi, lui à ce niveau-là est un stock de valeur et permet une nouvelle économie, mais bon, apparemment là il n'a pas encore compris, mais bon, soit, ça c'est pas notre problème, mais ici voilà, donc avec un contre Bitcoin, contre un pro Bitcoin, et donc ça fait pas mal de choses, hein. Donc ici vous avez la vidéo, vous avez le débat en entier, je dis déjà l'audio n'est pas spectaculaire, hein. Donc voilà, donc là l'audio, franchement je vous dis c'est pénible, on les entend de loin, donc voilà. Mais bon, on voit un peu que ce genre de choses, ça continue. Vous voyez que Peter Schiff comment dirais-je, n'est pas un personnage aussi connu, on va dire, que Jimmy Dimon ou qu'un Warren Buffett et Charlie Munger, enfin plutôt Warren Buffett et non Charlie Munger. Mais bon, voilà, donc c'est toujours aussi intéressant, surtout lorsqu'on a une personne qui opère dans l'écosystème blockchain et crypto, ainsi de suite. Donc Eric Voris vis-à-vis de Chipshift, hein, donc ceux qui font les wallets Jax, ainsi de suite, et on sait tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe et le refus de certaines personnes de refuser d'aller dans cette nouvelle économie. Mais peu importe, hein, que ce soit le Bitcoin ou pas qui réussisse, vous devez comprendre une chose, le blockchain est là. Et ça a été créé en même temps que le Bitcoin. Mais le blockchain a été créé pour le Bitcoin. S'il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de blockchain. Et ça, vous devez le comprendre. Donc ça, c'est le nouveau business model, c'est la nouvelle économie dans laquelle on va. Donc ça, il faut le savoir. Vous voyez, Peter Schiff, comme moi, on adore la bourse, les actifs classiques. Tous ces actifs vont se retrouver là. Je vous ai partagé une vidéo ici où vous voyez que la boss du Nasdaq, elle dit elle-même qu'on va passer à la blockchain dans notre exchange. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Fractionner les actions, qu'il y ait des security tokens, des utility tokens aussi, donc au niveau des commissions, ça pourrait être payé via le blockchain. Les actifs, eh ben, au lieu d'avoir une action par exemple d'Amazon qui a 1700 $, peu de personnes peuvent se permettre ça, ben, celui qui l'a va pouvoir digitaliser cette action et vendre des mini parties. Vous voyez, comme un Satoshi, donc un Bitcoin, on a jusqu'au 8e décimal, donc des fractions de Satoshi, et qui sont aussi des titres de propriété. Donc là, ça peut être fait. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes possibilités. Donc vous voyez que là, beaucoup de personnes restent coincées sur ce qu'est le Bitcoin. Non, il faut regarder ce qu'est le blockchain et tout ce que cela permet. Et par rapport à ça, il y a différents projets qui sont ces différentes cryptos. Ouais, mais là, c'est terrible, ça va très loin. Donc, lui aussi qui a un fonds, lui aussi qui opère dans le gold, et ben, son gold et son fonds et ses actions seront dans le blockchain demain. Et ça, moi, depuis la première personne qui m'avait parlé du Bitcoin Institute, donc 2014-2015, dès qu'on m'avait parlé de ça, premier truc que j'avais en tête, c'était waouh, le jour où la bourse arrive à être sur le blockchain, moi, je suis le plus heureux du monde. Ah ben voilà, je l'avais dit il y a 4 ans, et ben maintenant on y est. Et donc là, je suis excité comme une puce à l'idée d'avoir ça. Pourquoi? Parce que là, réellement, on va vraiment pouvoir dire que money never sleeps. L'argent ne va pas dormir, il y aura des possibilités terribles. C'est une nouvelle économie, donc c'est une autre transition, c'est ce qu'on appelle cette révolution, cette quatrième révolution industrielle. Vous voyez la révolution qui s'est passée avec Internet. Donc ceux qui avaient pignon sur rue du jour au lendemain, bah tiens, les business deviennent sur Internet. Et boum, on a des dispositifs qui donnent accès à Internet. Donc c'est-à-dire que le consommateur est là 24 sur 24 scotché à un dispositif qui lui donne accès à un monde de consommation non-stop. Ça, c'est ce qu'a permis Internet. Et donc les compagnies qui n'ont pas su faire la transition, s'adapter à cela, bah, ils sont morts. Ou s'ils ne sont pas morts, ils ont perdu des parts de marché. Donc là, vous en connaissez plein. Et on voit maintenant des business models comme Amazon, Netflix, et ainsi de suite. Ouais, dans toutes les industries, donc ça a été vertical et horizontal. Et maintenant, bah, qu'est-ce que l'on a? Bah, on a le blockchain qui maintenant va nous amener encore à un autre niveau. Donc ceux qui n'ont pas compris ni quoi que ce soit, bah, ils vont être laissés derrière. Tout simplement, c'est ça. Donc tout simplement, voilà. Donc continuons maintenant ici. Et ça, cet article, j'aime beaucoup cet article-là. Donc, les news d'aujourd'hui ici, bien évidemment, ben, un grand merci à Nadi qui a collaboré énormément à toutes les news comment dirais-je, que l'on a aujourd'hui et les autres aussi durant la semaine, hein. Donc, Patrick Pat, Johan, ainsi de suite et tout ça. Et ici, ben, la news que l'on a ici, c'est des manières de shorter le Bitcoin. Pourquoi est-ce que cette news, je l'aime particulièrement? Donc, ça, c'est ma news chouchou de la journée. Parce que je parle avec énormément de personnes au quotidien durant la semaine et beaucoup de personnes me disent ouais mais le marché il est là, il est là, il est là, mais comment ça est-ce qu'on va accumuler ci, ça et je vais vous dire que votre initiation est incomplète. Vous serez, écoutez bien ce que je dis, hein, vous êtes un investisseur incomplet si vous n'avez pas l'habilité de shorter. Maintenant, on est dans un bear market. Et dans un bear market, donc c'est-à-dire un marché baissier qui a commencé depuis le début de l'année, on short. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2008 ou en 99-2000. La chute a duré durant un an. Donc pendant un an, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on shortait. Et on accumulait en ayant des options de rachat d'actions à des prix plus bas. Donc ça, c'est de l'accumulation
a pris moins cher. Donc si on était à 100 et on a perdu en gros entre 50 et 60%, donc là mon actif coûtait 100 dollars ou 100 euros, bah tiens, j'ai des options pour le racheter à 90, un peu plus à 80, à 70, ainsi de suite, jusqu'au niveau où il tombe. Donc on est tombé en moyenne 50%, donc c'est ça, donc racheter ça à 50 euros. Mais d'un autre côté, bah, il y avait d'autres personnes qui faisaient quoi? Bah, qui ont shorté ça. Donc qui ont fait pas mal d'argent en un an. Donc des montées de 5, 6 ans, bah, la moitié de ça, c'est envolé en un an. Et c'est ça la puissance des shorts. Donc maintenant, ici, lorsqu'on voit le Bitcoin comme il est, là où il est, depuis ses débuts, c'est le moment dans lequel on doit être en train de shorter. Et ça, c'est ce que j'ai dit déjà depuis le début de l'année. Donc là, venant du côté traditionnel, ben moi, je short tout ce que je peux shorter. Une chose que enfin, je pense pas que vous connaissez mes collègues ici. Mes collègues ici m'appellent Monsieur Short. Parce que je suis toujours là avec un short sous la manche. Donc c'est pour ça que, comme je le dis souvent, peu importe que le marché soit haussier, baissier ou quoi que ce soit, on a toujours moyen de capitaliser. S'il est bas, eh ben, tant mieux, j'ai le Bitcoin moins cher, je préfère l'avoir bien plus bas que 20 000, donc je peux accumuler petit à petit. Et d'un autre côté, bah, s'il continue à descendre, eh ben, je short. Tout simplement, c'est ça. Et ça se fait juste avec n'importe quel actif. Et ici, bah, le Bitcoin, rappelez-vous, là vous comprenez ce que je dis toujours, que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading et des marchés financiers. Donc là, il y aura pas d'exception ici. On va le shorter tant qu'on peut. Et ici, on vient avec 5 manières de shorter le Bitcoin, mais l'article, pour moi, il n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas tout en compte, hein. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les manières? Déjà, bien sûr, il faut prédire que le prix va tomber, donc il faut anticiper le mouvement. Rappelez-vous, hein, c'est bien d'en parler après, de faire une vidéo. Oui, non, ici, non, non, non. Il fallait le prédire avant. Le track record d'un analyste et d'un trader, on va même pas dire d'un trader, hein, on va dire d'un analyste et des personnes que l'on suit, ce sont des personnes qui ont prédit quelque chose et la chose est arrivée selon ce qu'ils ont prédit. Et qu'on va dire que dans 60% des cas, ils sont dans le bon, ils sont dans le vert. Donc là, on va dire, bah, tiens, lui, il sait de quoi il parle, il a un modèle, il a un système qui lui permet d'anticiper ça. Le but, c'est l'anticipation. D'abord, on récolte l'information et l'information, elle échange contre du risque. Et c'est quoi le risque? Anticiper telle ou telle chose, vu que quoi, on a une page blanche. Vous voyez ici, je ne sais pas quel est le mot qui va venir après. Si je dis que c'est le mot B, bah oui, on a vu Buy Most Investors. Donc, ok. Mais là, c'est une fois oui, une fois non. Le but du jeu, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, quelles sont les choses qui nous donnent le margin trading? Donc, pour pouvoir shorter, il nous faut de la marge. Donc, c'est quoi? La marge, c'est en gros, un trading, en gros, c'est quoi? C'est du levier. Donc là, vous pouvez le faire. C'est quoi? En short, à travers quelques plateformes, Bitfinex, Kraken, ainsi de suite, et quelques autres donnent accès à ce qu'on appelle du margin trading. Donc ça, c'est quoi? Pour pouvoir shorter. 1. Numéro 2, on a quoi? Les ETN. Et ici, il manque pas mal. Donc les ETN, ce sont des Exchange Trading Notes, ce sont des notes, donc ce sont des produits dérivés. Donc on peut shorter le véritable sous-jacent avec marge. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, avec des ETN, donc des dérivés. On a les ETN ici. Numéro 3, avec des CFD. Donc ça, principalement, au début, je commençais à shorter et même opérer à la hausse et à la baisse avec des CFD. Ouais, donc ça, c'est ça. Ce sont les contrats Contract for Difference, donc à fort effet de levier ici. Et les ETN ici, je dirais plutôt des ETF aussi. Pourquoi? On a les ETF qui viennent du Grayscale, donc ce sont des dérivés aussi. Vu que vous pouvez acheter et vendre ce contrat. Donc c'est une action. Et cette action, c'est investir dans un fonds. C'est une participation dans un fonds. Si vous achetez un ETF, donc le GBTC, en donnant votre argent, mais en achetant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis haussier sur le Bitcoin. Et en vendant le GBTC, ça veut dire quoi? On est baissé sur le Bitcoin. Vu qu'il y a un ratio, hein, dans ce que vous avez payé au niveau de la participation, donc le prix de la cotisation de l'action du GBTC, là, un pourcentage est gardé en gestion et l'autre pour acheter l'équivalent en Satoshi. Ok, donc là, on verra ça demain, on verra son prix. Donc on a les CFD, donc ça se fait déjà numéro 3. Donc 1, shorter le sous-jacent avec marge. Numéro 2, des ETN et des ETF. Numéro 3, des CFDs. Et voilà, après, ils ne mettent pas trop de choses, mais ici, il manque des choses. On a les contrats futurs. Les contrats futurs du CBOE et du CME permettent de shorter. Donc ça aussi, il manque pas mal de choses. Et il y a les ETN et les ETF. Donc il y a deux choses. Les ETN, maintenant, on en a en Suisse, si je ne dis pas de bêtises, et on en a en Norvège ou Suède. Des ETF, c'est aux États-Unis. Et il y a quelques ETF, mais c'est uniquement pour les banques à travers la Suisse, la Russie, la Grande-Bretagne et le Japon. Et le reste des CFD, c'est les Britanniques qui ont mis ça sur pied. Donc là, les brokers avec lesquels j'opérais, donc le prime broker, c'était Barclays, donc ils nous donnent accès à cela. Donc là, dans différentes plateformes de trading, on avait accès à des CFD. Donc ça, c'est principalement, ça vient de banques d'investissement britanniques. Donc ça, ce sont les contrats Contract for Difference. Donc c'est produit à fort effet de levier. Et ensuite, vous avez le véritable sous-jacent, mais le shorté à travers un exchange. Et là, c'est sur base de marge. Donc c'est quoi? Taux d'intérêt, donc on va dire crédit et taux d'intérêt.
tout simplement. Ben voilà. Et bien sûr, après, il y a les ETF et les ETN et pas mal d'autres choses. Et les contrats futurs du CBOE et du CME qui sont les plus connus, ceux qui sont là à Wall Street. Mais ça, c'est réservé encore une fois aux investisseurs institutionnels. Pourquoi? Parce qu'ils font un certain dépôt initial. Vous voyez que ce sont des contrats. Donc, il faut minimum shorter, je crois que c'est, enfin, je sais pas, ça dépend, on peut dire 5 bitcoins ou 10 bitcoins avec de la marge. Et donc, il y a un dépôt de 48 ou 50% qu'il faut faire. Et après, bah, vous avez accès à un contrat avec c'est un lot. C'est un lot de, on va dire, 5 bitcoins ou de 10 bitcoins que vous devez shorter. Vous voyez, tandis qu'avec les CFDs, on peut fractionner. Donc, on peut aller en Satoshi et par exemple, je peux shorter un millième de bitcoin et prendre du levier par rapport à ça. Ouais. Je peux shorter un dixième de bitcoin. Donc, on va dire s'il est à 6000, donc un dixième, ça fait 600. Et sur base de ces 600, bah, moi aussi ne déposer que, je sais pas moi, un cinquième ou un sixième du prix. Ok, donc déposer 100 euros et en même temps pouvoir le shorter. Vous voyez, ça, c'est possible. Ok, donc ça, ce sont tous les moyens pour pouvoir shorter les cryptos. Et comme je vous dis, maintenant, dans une période, vous ne pouvez pas avoir, vous n'êtes pas complet si vous ne savez pas faire du short. Si vous ne savez pas shorter un marché, vous n'êtes pas complet. Pourquoi? Vous êtes exposé au risque et au grand downside. Donc c'est quoi? Ben, s'il se passe, s'il y a un catalyseur, une guerre, une inondation, un truc pareil, ben, tiens, il y a un dédommage, ça va se répercuter sur l'actif. Ça peut être une devise, une monnaie, une action ou quoi que ce soit. Donc là, vous devez pouvoir vous protéger. Il y a de la protection physique avec, on va dire, du gold et d'autres actifs qui sont en corrélation négative. Mais même là aussi, ben, tiens, ces actifs-là aussi, on peut aussi les retrouver, comment dirais-je, dans les marchés. Donc pouvoir avoir accès à cela de manière digitale via un broker. Donc c'est très important de pouvoir avoir ça dans la perspective de la protection d'un portefeuille. Tous ceux qui, voilà, vous voyez, moi j'ai des portefeuilles où j'accumule pour du long terme, et ben, ces portefeuilles-là sont couverts. Couverts par quoi? D'un autre côté par du gold, et d'un autre côté, quoi, ben, la capacité de pouvoir prendre des shorts et bien sûr aussi des, comment dirais-je, monter, profiter aussi des montées. Donc là, c'est quoi? Ça rentre dans le money allocation et dans le money management. Vous devez savoir exactement ben, quelle partie de mon capital va être mis dans le véritable sous-jacent, une autre partie dans le hedge. Donc on va le dessiner parce que ça fait pas mal de choses ici que l'on dit. Donc imaginez-vous, vous avez 1000 euros. OK? 1000 euros, 1000 dollars, peu importe. D'un côté, vous allez aller dans le véritable BTC ici, donc X pourcentage qui va être mis ici. Et d'un autre côté, je dis quoi? Si j'ai du Bitcoin, je vais aussi pouvoir le shorter, donc c'est-à-dire couvrir. Donc X pourcentage ici. Imaginez-vous, vous avez du, je sais pas, 50-50. Donc 50% dans le véritable sous-jacent, 50% ici dans ce qui est de la couverture. Ouais, dans ces 50%, vous aurez par exemple 25% pour des CFDs ou pour des contrats futurs ou peu importe. Et d'un autre côté, par exemple, vous aurez encore un autre 25% avec de l'or physique ou de l'argent physique. Vous voyez, ça c'est tout simple. Donc 50%, donc j'ai 1500 euros, je vais acheter des fractions de Bitcoin. Quand je dis Bitcoin, c'est autre crypto. Et d'un autre côté, ben, avec des CFDs, eh ben, tiens, même dans mes CFDs ici, je peux dire quoi? 25% ici, je peux encore subdiviser 12,5% à BitMEX et on va dire 12,5% dans un broker CFD. Voilà, donc là, j'ai ça. Comme ça, bah, j'opère des deux côtés. Et d'un autre côté, ici, bah, dans le gold, ben, pareil. Je peux mettre dans du gold, de l'argent, acheter des diamants, n'importe quoi, ou une partie en cash. Donc là, c'est à vous à faire cela, mais ça, c'est par rapport à votre situation personnelle. Ça, c'est juste, comment dirais-je, une idée englobée pour voir, bah, tiens, comment est-ce qu'on fait un money allocation et déjà un money management pour commencer. Ça, c'est vraiment basique et c'est tout simple. Donc après, bah là, on peut aller encore plus en profondeur, mais là, on a un modèle simple. Donc là, il faut savoir ce qu'il y a, ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 500 euros investis dans les cryptos. Et maintenant, imaginez-vous qu'il y a une chute de 50% dans le marché des cryptos, donc plus ou moins comme maintenant. Donc j'avais mes 500 euros, ben maintenant j'ai pas 500 euros, j'ai 250 euros. Et ben c'est là maintenant où, dans cette baisse de 250 euros, je peux rentrer dans mon compte CFD ou dans mon compte BitMEX ou quoi que ce soit et je suis en train de shorter cela. Donc c'est-à-dire que je profite de cette opération à la baisse. Pourquoi? Le but du jeu est de préserver les 1000. Si j'ai déposé 1000 en 2018, en 2028, j'ai pas envie d'avoir 500, j'ai envie d'avoir 1000 et plus. Et le but du jeu, c'est ça déjà, numéro un, préservation du capital, et c'est pour ça que je dois avoir des outils. Donc si ici je perds 50%, je dois pouvoir me rebalancer avec quelque chose. Et d'un autre côté, ben, j'ai aussi un actif ici qui va prendre du temps. À dire que dans 10 ans, l'or et l'argent, bah, tiens, fondamentalement, là je me dis que tiens, là ça peut monter plus haut, donc plus de demandes, moins d'offres, donc quoi, bah, le prix devrait s'apprécier. Donc ça c'est quelque chose qui va monter tout doucement, lentement. Et moi aussi, ben, je m'attends à ce que le Bitcoin s'apprécie, mais il y a des cracks qui sont là. Et d'un autre côté, ici, j'ai ce côté spéculatif et ce côté qui va me permettre de me protéger s'il y a une baisse durant un mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Comme on a vu ça maintenant, bah tiens, pouvoir être dedans. Bien sûr, vous me direz que tiens, il y a des moments où il y a des short covering, il y a des spikes haussiers, mais c'est quoi? C'est à vous à regarder ça dans le temps. Bah tiens, si je capitalise durant 2 3 semaines, boum, je prends et je garde. Donc ici, imaginez-vous bah, dans les 500 qui sont en train de descendre, que je sais faire 250 euros ici. Donc j'avais 500, je sais faire on va dire 150 euros ici et 100 euros là, d'ici un an et demi. Et ben voilà, j'ai maintenu mes 1000
Et maintenant, ici aussi, je peux aussi aller à la hausse pendant que ceci est en train de monter. Et ben ici aussi, je peux prendre des positions aussi haussières avec du levier et optimiser. Donc, c'est-à-dire revenir break-even et après monter au-delà des 1000. Donc, il y a pas mal de choses et bien évidemment, ce n'est pas en quelques secondes que je peux vous expliquer ça, mais ça, c'est un aspect qui est ultra, ultra important. Ici, c'est pas j'achète, je le mets dans mon wallet et ça y est, je vais devenir millionnaire demain. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de choses et je vous le dis, si vous n'avez pas l'habilité de shorter un marché, imaginez-vous, ben, vous qui êtes là, avec tout le respect, total respect pour des personnes qui pourraient être handicapées ou quoi que ce soit, ben, c'est comme vous auto-handicapez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous vous cassez un bras ou vous cassez une jambe et vous opérez qu'avec une partie de votre corps. Et l'autre partie, ben, vous l'éteignez. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez que ça, c'est ça. Donc, vous enlevez l'habilité à être performant dans le marché si vous ne savez pas faire des shorts. Donc, c'est très important. Et maintenant, dans cette partie, depuis le début de l'année, je le répète encore, on est dans un bear market. Donc, ici, ce sont des shorts qui sont à la fête. C'est eux qui sont là, c'est eux qui dirigent le marché. On met des shorts. Et d'un autre côté, ben, il y a les accumulateurs, on accumule petit à petit. Les cryptos qui nous intéressent, on les a moins chers, donc on en profite. Mais ici, c'est un marché dirigé et les leaders sont les shorts. Et après, reviendront les investisseurs à un niveau plus bas. Mais ça, à ce niveau-là, on ne sait pas, ça va être où. Vous voyez qu'on peut assumer si, oui, Wall Street va rentrer parce que si, parce que ça, parce qu'au consensus, non, mais on n'a rien vu pour le moment. Donc, c'est dire quoi? On continue à mettre des shorts et on continue à accumuler. Et ceux qui espéraient que ça allait faire demi-tour, eh ben voilà. Donc vous voyez que c'est un game qui est très 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 complexe. Alors maintenant on va rester avec BitMEX, hein, on va avec le CEO Arthur Ice. Et ici ben voilà lui comme Charlie Lee, Tom Lee pardon de Fundstrat à Wall Street parlait de 25 000, probable 25 000, j'ai bien dit probable, c'est ce qu'il dit, hein, probabilité d'un 25 000 d'ici la fin de l'année 2018. Et lui, Arthur Hayes, ici de CEO de BitMEX, bah, lui parle d'une probabilité de 50 000 et plus, pourquoi pas. Donc là, on verra ça. Mais comme on dit, comme il dit, il y a ce temps entre le bear market. Donc vous voyez que maintenant on est dans un bear market, dans un marché baissier, et le bull market, donc marché haussier, bah, là, le temps va diminuer. Vous voyez quoi? Que dans certains, comment dirais-je, bull market, il va y avoir un bull market pendant 7 ans et un bear market d'un an. Ensuite, on reste ici encore quelques mois et après on recommence à monter. Mais ça, il parle de ça, de ce temps ici. Vous voyez que ça, c'est 2018, on va dire, hein. Et ça, c'était 2017 pour ce qui est le Bitcoin. Et ici, on s'attend à quoi? Qu'il y ait un nouveau départ, bull ici. Là, on va dire d'ici la fin 2018 qu'on commence à monter, mais il y a des niveaux clés qu'on doit passer. Mais être au-dessus de l'ancienne hausse, bon, on la voit réellement pour 2019. Donc, fin 2018, on peut revenir au niveau auquel on est, où on peut être quelque part ici ou là, personne ne sait où on peut encore être plus bas, mais après il y aura un bull market qui va commencer. Pourquoi? Parce que on est à l'âge de l'information, il faut comprendre ce qui se passe. Par exemple, quand on regarde du gold et on regarde d'autres types d'actifs, la phase d'adoption et la phase d'awareness n'est pas pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? L'information ne voyage pas de la même manière. Donc, vous pouvez remonter en 2000 ou en 2008, on n'avait pas le même type d'information. Donc, ce qui fait que là aussi, ben voilà, il y a des types de marchés dans lesquels il y a beaucoup de participation, d'autres dans lesquels il y a moins de participation. Donc, la phase de fond de tasse peut durer plus longtemps. Dans certains cas, ça peut faire des années, ça peut faire 1 an jusqu'à 5 ans. Donc, maintenant, aurez-vous la patience, vous, de vous maintenir dans un Bitcoin bas comme ça durant 5 ans? Eh ben non. Pourquoi? Tout justement, si vous ne savez pas shorter ou tirer avantage d'autres outils, eh ben là, vous êtes mal, très mal. Donc, c'est ça dont il parle. Mais maintenant, lui, comment dirais-je, la phase entre le bear market et le bull market, donc vous voyez ici, bull, bear et nouveau un bull market, cette phase-là, bah, ça va pas être comme dans d'autres actifs où on a vu 5 ans, 10 ans, 8 ans, 3 ans et ainsi de suite, ça va être diminué. Pourquoi? Ben, vu la phase et l'adoption et au moment auquel on est dans l'histoire de l'humanité et tout simplement quoi? Technologie et information, ça va beaucoup plus vite. Donc ici aussi, l'argent voyage plus vite. On réagit plus vite à tout et c'est juste dû à quoi? À l'information. Ok? Donc là, voilà. Maintenant, bon, on va rester avec eux et on va aller à regarder quelqu'un d'autre. Et c'est l'un des cofondateurs de BitMEX. Là, c'est la personne qui, je crois que c'est le chef technique, ceux qui développaient. C'est un groupe de banquiers, hein, donc 400 ex-banquiers, donc traders et ainsi de suite, des personnes qui ont bossé à Wall Street, etc. Et l'un d'entre eux aujourd'hui est devenu quoi? Ben, est devenu un milliardaire. Ben, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en train de quoi? De stacker, donc d'acheter, d'accumuler des cryptos à des bas prix depuis un certain temps, depuis qu'il a quitté le monde de Wall Street. Enfin, il est toujours dedans mais maintenant du côté crypto. Et donc voilà, donc ça c'est devenu un milliardaire. Donc ça l'article ici ne veut pas se lancer, mais voilà en gros de qui on parle. Donc ici on est toujours dans l'introduction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant, on a un truc qui est très, très, très intéressant ici. C'est qu'on dit que, enfin, pas qu'on dit que selon un professeur et son travail ici, enfin, une personne qui a fait une analyse sur le Bitcoin très poussée, avec des faits,
qu'il y a 6 millions de bitcoins qui seraient perdus ou volés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une inflation qui est sous contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant de bitcoins qui sont en circulation. Donc, rappelez-vous, il doit y avoir 21 millions de bitcoins pour 2120. Donc, moins 6 millions, 21 moins 6 millions, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 15 millions. Donc si on a 15 millions de bitcoins en circulation, max, il n'y en aura jamais plus, vu qu'on ne peut pas reforker les blocs passés afin de récupérer les bitcoins perdus ou volés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que on a une inflation qui n'est pas là où elle est. Mais bon, là je corrige, hein, parce que je dis volé. Si c'est volé, ça veut dire que quelqu'un l'a. C'est ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus qu'on ne peut pas retrouver. Ceux qui sont volés, c'est juste le propriétaire, elle a perdu. Donc là maintenant, il a donné des chiffres et a mis ça sous forme d'un modèle afin qu'on puisse le voir. Ok, donc voilà, 2 millions de bitcoins volés et 4 millions perdus. Donc dans les 21 millions, on doit réellement enlever 4 millions. Donc ça nous fait exactement 17 millions de bitcoins en circulation d'ici 2120. Donc aujourd'hui déjà on a déjà 17 millions en circulation. Donc là vous voyez qu'il est venu, comment dirais-je, remettre cela, comment dirais-je, avec mettre le tout sur chiffre. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, le prix réellement de chacun de Bitcoin par rapport à la valeur de marché qu'il devrait avoir, donc la valeur fondamentale, et après, à ça, vous rajoutez l'offre et la demande, donc le buzz qu'il est en train de générer, tiens, son prix ne devrait pas être là. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'ici, on parle de prix nettement plus haut pour le Bitcoin. Et pour lui, comme il le dit ici, hein, une fois qu'on va atteindre un total de 21 millions, le prix du Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 dollars par Bitcoin. Pourquoi? Vu qu'on n'aura pas 21 millions, on aura moins, on aura 17 millions exactement. Si d'ici là, il n'y en a pas qui sont perdus. Avec ce qu'on a actuellement, ouais, on a en circulation, on a 17,1 millions exactement aujourd'hui. Et en 2120, on en aura 21 millions, mais pas 21 millions vu que 4 millions sont perdus, 2 millions ont été volés. Donc 2 millions, c'est quoi? Hack ou quoi que ce soit. Mais 4 millions perdus qui ne vont jamais être récupérés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas reforker, enfin on ne peut pas retourner en arrière et bifurquer la blockchain. Ça, c'est le seul moyen qu'il y a pour pouvoir récupérer cela. Donc maintenant, ça fait quoi? Ça fait que la valeur d'un Bitcoin va réellement augmenter et donc elle ne peut pas rester là où elle est. Donc au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où on va avancer, il y aura de l'adoption et réellement, rappelez-vous que le Bitcoin maintenant, et ça je le dis et je le répète, et il faut l'étudier à fond pour comprendre cela, il a créé sa propre catégorie à lui-même. Ok? C'est le seul qui est là comme étant un stock de valeur. Les autres là amènent d'autres choses. Et donc ça c'est ce que c'est. Et voilà pourquoi est-ce qu'on en parle comme quoi ici. Si ça c'est la caractéristique majeure qui fait du Bitcoin un stock de valeur supérieur à celui d'actifs classiques et traditionnels comme le gold. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une fixed supply. Donc c'est l'inflation. Vous voyez l'or, il y a un maximum d'or ici sur Terre. Et donc le Bitcoin aussi. C'est ce qu'a voulu Satoshi Nakamoto en le créant. Donc ce qui fait que c'est quoi? Très peu d'offres, beaucoup de demandes, le prix doit monter. Surtout quand il y a des caractéristiques qui sont clés. Ici, c'est posséder ma clé privée qui est comme posséder mon propre compte IBAN, être moi et ma propre banque. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc au niveau de stock de valeur, vas-y pour l'avoir. Et donc ça, c'est créé une seule fois. Il n'y aura pas un deuxième Bitcoin. Donc ça, c'est sa catégorie. Vous voyez bien ici comme le gold a une catégorie. Le gold a une utilité. Rappelez-vous que les fondamentaux de l'or, c'est quoi? Je vous l'ai donné. Ceux qui ont les vidéos modules, vous savez c'est quoi? L'or est monétaire. L'or est un stock de valeur et l'or a une demande industrielle. Dans la demande industrielle, on a la séparer en deux parce qu'il y a aussi les joailliers. Donc, dans tous les chips, dans toutes les cartes à puce, tout ce que vous voulez, vous avez des particules d'or. Il y a de l'or au niveau médicinal, dentaire, ainsi de suite, de l'or alimentaire et au niveau des joailliers, bien évidemment, tous les bijoux. Ok, donc ça, c'est ça. Au niveau de la demande monétaire, les banques centrales avant 71, avant Nixon, il y a toujours ce côté or monétaire. Donc l'or est une devise, c'est une monnaie. Cela a toujours été depuis des milliers d'années. Il a mis un track record de je ne sais pas combien de milliers d'années là-dessus. Donc ça, c'est irrévocable, c'est un fait et c'est là. Et ça, il faut le savoir. Donc là, si vous ne saviez pas ça, faut aller réétudier ça. Donc là, il faut monter de niveau. L'or c'est de l'argent connu. Demandez à Warren Buffett, à Bill Gates, à qui vous voulez, ils vous le diront. L'or, c'est de l'argent. Donc ça, c'est ça. Enfin, quand je dis c'est de l'argent, c'est une devise. Et c'est la première des devises. Avant les notes de banque que l'on utilise aujourd'hui, c'est la première des devises, c'est l'or. Ok? Et maintenant, sa troisième fonction, comme on a dit, stock de valeur. Et c'est là où il vient rivaliser avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, il tente de faire exactement la même chose. Sauf que le Bitcoin ne peut pas être utilisé comme une demande industrielle et on va dire la demande des joailliers. Donc là, il n'y aura pas cette utilité-là. Oui, mais la fonction de stock de valeur et moyen de paiement, donc devise, oui, ça le remplit. Mais pour une certaine catégorie.
Vous voyez, faire tout ce qui est au-dessus de 100 000 et ainsi de suite. Tout ce qui est en dessous de 100 000, bah, il y a les Litecoin, Bitcoin Cash et ainsi de suite qui sont là pour ça. Ils sont en train de se battre pour ça, pour être, on va dire, micro-paiement au quotidien. Ça, on va dire, c'est pour les macro-paiements. Donc, j'ai envie d'acheter une Lamborghini, je vais acheter la Joconde, je vais acheter quelque chose qui coûte 1 million, j'y vais avec le Bitcoin. J'ai envie d'acheter un truc qui coûte 500, 200, 300, 100, 50, 50 cents, je vais avec le Litecoin, le Dash ou quoi que ce soit d'autre. Il faut bien comprendre la différence et la catégorie dans laquelle est le Bitcoin. Donc ça, il faut l'étudier et bien comprendre sa fonction, comprendre l'économie et la macroéconomie et la place du Bitcoin aujourd'hui. Et donc là, c'était ultra, ultra intéressant ça. Continuons. Maintenant, on voit quoi? Un personnage de la City, une personne très connue, donc analyste, trader, investisseur, ainsi de suite là-bas, qui lui maintenant aussi a fait la transition comme beaucoup d'autres, qui est maintenant rentré dans tout le monde, dans le monde crypto, et comme il dit, I'm a bull. Donc rappelez-vous, bull c'est quoi? Taureau, taureau c'est quoi? C'est haussier. Il est 100% haussier et il le dit pourquoi. Et il donne pas mal, comment dirais-je, de conseils vu son expérience et comment il a commencé et ce qu'il conseille à pas mal de personnes. Donc ultra, ultra intéressant ici. Donc vous voyez ici, Chief Market Analyst, donc analyste de marché dans une boîte. Et voilà, donc lui-même aussi, il dit que lui-même il opère et il fait pas mal de choses. Ok, donc voilà. Donc ultra ultra intéressant, très intéressant ce qu'il a à nous dire. Et maintenant on retourne à Wall Street et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des CEO ici de Ecox Innovation qui est en train de parler un peu de tout ce que va nous ramener les cryptos et la blockchain et au niveau du commerce. Donc rappelez-vous, c'est l'évolution de l'économie, c'est une révolution ici. Comme, comme je l'ai dit un peu plus tôt, hein, Internet, qu'est-ce que ça a fait dans le business? Et ben maintenant le blockchain et les cryptos, qu'est-ce que ça va faire dans le business? Et ben c'est quoi? Une toute nouvelle ère au niveau de la confiance dans le commerce. Vous voyez, donc avec le blockchain et pas mal de choses que ça va nous ramener. Donc là, c'est immense tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super, super. Bon, bien évidemment, ils reviennent aussi sur les cryptos, les ICO et tout ce qui a été foireux. Mais donc, voilà. Ça, c'est ce côté-là, mais donc c'est à vous à faire votre travail d'analyse et ainsi de suite. Mais le côté positif, c'est ça. Donc il y a énormément de bonnes choses qui sont en préparation. Donc là, c'était l'introduction. Maintenant, on va aller regarder continent par continent et on commence par l'Afrique et on va au Kenya. Rappelez-vous qu'on avait suivi pas mal de choses qui étaient en train de se passer en Afrique et au niveau du Kenya et ainsi de suite. Et on avait quoi? Ben, le Parlement, le gouvernement, ainsi de suite, qui étaient en train de faire pas mal de choses. Ils n'étaient pas très pour, mais vous voyez que le gouvernement ne peut pas être pour, mais d'un autre côté, on a quoi? On a la population qui commence à adopter malgré ce que le gouvernement va en penser, on va tenter de faire, on ne peut pas arrêter ça, c'est déjà trop tard. Comme on dit en anglais, the genie is out of the bottle. Donc, c'est-à-dire que le génie, donc, ouais, le génie d'Aladin, il est déjà en dehors de la bouteille. Une fois qu'il est en dehors de la bouteille, ben, il doit exaucer un souhait. Donc là, le génie est déjà dehors, il a exaucé le souhait des participants, donc de vous, moi, des particuliers, de tout le monde. Et ben, c'est quoi? C'est d'opérer avec ça. Donc là, on peut pas le remettre dedans maintenant. Donc, pour qu'il revienne dedans, il doit avoir exaucé, exaucé le souhait. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Ben voilà, ils doivent prendre, ils ont 2 semaines pour décider ben, réellement qu'est-ce qu'on va faire avec les cryptos, c'est quoi les cryptos, c'est quoi le statut qu'on leur donne, est-ce que oui, est-ce qu'on bannit, est-ce que non, est-ce que quoi, on fait quoi? Voilà exactement où on en est. Là, on laisse l'Afrique, on n'avait rien pour la région MENA, donc Middle East, donc Moyen-Orient. Et là, on va directement à quoi? On va aux États-Unis et on va au Gemini. Maintenant, on voit que quoi? Vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes à Wall Street et ainsi de suite qui commencent à faire la transition de quoi? D'institutions légendaires, édifiées et tout ce que vous voulez à aller vers quoi? Ben, donc, à dire du New York Stock Exchange au Crypto Stock Exchange maintenant. Donc, alors, on va appeler ça comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les Winklevoss avec leur exchange Gemini, ben, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent d'engager qui? L'ancien chef technologiste de New York Stock Exchange. Donc, ceux qui étaient derrière la technologie de toutes les cotations au New York Stock Exchange, maintenant quoi? Ils bossent dans un autre exchange, mais un exchange crypto. Donc vous voyez que la transition, elle est faite et ça va continuer à arriver. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On va rester dans les exchanges, on va prendre l'exchange Wobi et on voit que ce gros exchange, qu'est-ce qui se passe maintenant aussi? Bah tiens, il y a HBUS, donc c'est quoi? Lancement de cet exchange aussi aux États-Unis. Donc vous voyez que là, ça continue encore, hein. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de business. Vous voyez que Wobi qui est basé à Singapour, maintenant, bah tiens, ils ont une succursale maintenant aux États-Unis. Pourquoi? Bah pour être près de leurs clients et donner leurs services aussi aux clients aux États-Unis. Donc là, voilà. Maintenant, on fait la transition des États-Unis. On va où? On va en Asie et on commence par le Japon. Et rappelez-vous au Japon, depuis les hacks qu'il y avait eu, rappelez-vous que le Japon, premièrement, depuis la suite, on doit se resituer chronologiquement. Ban de la Chine en fin d'été, août 2017. Gros volume chinois transféré directement au Japon et une partie en Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, ainsi de suite. Japon devient crypto-friendly. Tout le volume chinois, la plupart, est transféré là-bas. Beaucoup de business, on accepte les cryptos et ainsi de suite et tout ça, les bitcoins, ainsi de suite. Boum. Rappelez-vous, Binance aussi qui bouge de Chine pour aller où? Dans une province du Japon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Des gros hacks. Les hacks de NEM, ainsi de suite, tout ça. Problème.
Les exchanges commencent à s'autoréguler et maintenant quoi? L'autorité des marchés financiers qui rentre en jeu qui dit eh non, ici je dois réguler les choses. Pourquoi? On est crypto-friendly, oui, mais maintenant il y a un problème ici, le client. Le client perd. Et lorsque le client perd, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Donc maintenant ce que vous voyez ici, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est l'autorité des marchés financiers qui était déjà OK pour tout ce qui était crypto, qui avait dit on a une feuille de route ici au niveau, comme vous voyez le framework, c'est ça, donc c'est une feuille de route au niveau de la régulation comme elle est aujourd'hui, mais je vais encore plus la durcir, mais pas la durcir pour empêcher cette prestation de service. Sinon, pourquoi? Pour améliorer cette prestation de service, surtout au niveau sécurité. Vous voyez que maintenant, c'est ça, hein. Il y a les gros investisseurs, pas qui n'ont pas envie d'entrer, mais il faut que l'infrastructure soit sécurisée. Imaginez-vous, vous, si vous avez acheté un appartement dans lequel il y a des fuites d'eau tout le temps. C'est pas agréable. Vous pouvez sortir. Si toutes les 5 minutes il y a une fuite d'eau, vous allez dire bon, ouais, l'appartement est peut-être super bien situé, il y a une grosse promesse commerciale, ainsi de suite ici, mais je ne le prends pas tant qu'on ne m'a pas arrangé ce problème des fuites d'eau. Donc l'ancien propriétaire fasse quelque chose parce que moi, je n'achète pas ça comme ça. Ou bien bah, il n'y a pas de deal. Bah, pensez ça à ça. Il y a une personne qui vient, ce manoir, ce château, il me plaît, mais s'il y a des fuites d'eau ici, ça ne va pas. Et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'aura pas arrangé ça, on ne viendra pas. On veut y venir. Le manoir, le bien, il est beau. Mais nous, on veut rentrer dedans. Mais la tuyauterie, donc l'infrastructure doit être solide. Et ici, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est sécurité. Donc, sécurité, pourquoi? Pour les jetons qu'on va acheter, puisqu'il y a des milliards qui vont être mis dedans. Là, je dis bien des milliards, même des trilliards. Mais bon, là, on y reviendra. Mais il y a une manière de faire. Mais de l'argent, oui, va rentrer dedans. OK? Ça, il faut le savoir. Mais maintenant, il faut quoi? L'infrastructure, donc la tuyauterie. Et c'est quoi? Bah, les exchanges, il ne faut pas qu'il y ait des fuites, il ne faut pas qu'on puisse rentrer par effraction, qu'on ne rentre pas facilement et que tout disparaisse. Donc on doit augmenter la sécurité. Et donc ici, c'est ça. L'autorité des marchés financiers japonaise est venue ici et veut encore durcir ce côté de sécurité. Pourquoi? L'argent, le capital doit être bien traité. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va en Chine. Et en Chine, là, c'est une news que Nadim avait partagée. Bon, ici, vous avez la news de qu'est-ce qui s'était passé. Il y a eu une inondation dans une région. Et dans cette inondation, la région, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça a détruit du matériel minier, ça a détruit une mine, une ferme minière de crypto, voilà, dans la région du Sichuan, en province de Chine. Donc, les lourdes pluies, hein, donc les fortes pluies, ça a fait quoi? Ben, des inondations. Et ça a abîmé quoi? Ben, ça a abîmé les installations d'une mine crypto. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, les dégâts que ça a fait. Donc, imaginez-vous ce que ça fait dedans. Donc là, voilà. Donc là, on continue, ça c'était la Chine. Maintenant, on passe à la Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Maintenant, la Corée du Sud vient de faire quelque chose et vient de donner un statut aux exchanges. Et le statut qu'ils ont, c'est quoi? C'est des banques régulées. Donc on leur a donné un statut avec un nom super sexy. Et comment est-ce qu'on ils les ont qualifiés de quoi? Voilà, donc de communication, donc de vendeurs de communication à institutions financières. Donc voilà, maintenant elles ont un statut, réellement, elles sont réellement reconnues comme, attendez, ils avaient employé quelque chose ici, hein. Voilà, maintenant tous les exchanges crypto sont appelés Cryptocurrency Exchange and Brokerage. Donc là, ce sont devenus quoi? Bah, des brokers à part entière. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici, vous avez le S&P 500. Et on va regarder où c'est qu'on retrouve le mot brokerage. Ici, vous voyez, dans le secteur financier. On a une industrie ici qui s'appelle Investment Brokerage et on a quoi? Goldman Sachs et les Morgan Stanley. Donc maintenant, les cryptos sont arrivés au même point. Sauf qu'il y a le mot crypto devant. Vous voyez que Investment Brokerage, on peut faire des investissements dans tout. On peut investir dans des cryptos aussi. Donc vous voyez que c'est un nom qui est bien large. Donc Investment Brokerage, donc broker c'est ça. Je donne accès à un marché, je suis un courtier. Alors maintenant, vous voyez que les cryptos ici, en Corée du Sud, elles ont le même statut. OK? Donc là, maintenant, leur statut, c'est quoi? Crypto Exchange and Brokerage. Donc, c'est quoi ici? Investissement aussi. Donc, c'est très large. Donc là, maintenant, ben, voilà. Là, maintenant, ils peuvent encore opérer et aller encore plus loin. Donc, c'est quoi? Une fois qu'on a un statut, qu'on est régulé, qu'on sait faire des choses, ben maintenant, qu'est-ce qui peut se faire? On peut mettre en place des choses comme vous avez vu au Japon, bosser avec les autorités des marchés financiers. Pourquoi? Protéger le capital qui va venir, donner plus de sécurité, ou si jamais on a un hack, eh ben, qu'il y ait un dédommagement qui soit fait, que ce soit automatique, comme ça le capital peut continuer à venir. Pourquoi? C'est un big business. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc voilà. Maintenant, on reste là-bas et qu'est-ce qu'on va? On va à Bitmain. Bitmain, le géant des dispositifs ASIC et aussi pool minier. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Une évaluation. Donc, cette compagnie n'arrête pas de monter et on parle même d'un lancement en bourse. Et maintenant, il vient encore de faire un round, donc une tournée de financement. Et à travers quoi? Vu que c'est une boîte privée, à travers des venture capitalistes et d'autres entités. Donc, investisseurs accrédités ici. Et maintenant, sa valuation est à 12 milliards.
Et là, ici, on va voir qu'est-ce que Nadine nous avait partagé et qu'on voit que qui a été le leader dans ce funding round. On a eu 50 millions qui venaient de Sequoia et de IDG Capital, tout ça des entreprises, enfin des institutions financières, venture capitalistes et des fonds basés là-bas en Asie. Et donc, c'est eux principalement qui ont mis des billes maintenant dans Bitmain. Donc, ça continue à grandir. Donc, vous voyez que tout ce qui se passe ici, et ça c'est en Chine, tout ce qui est crypto, blockchain, ça va monter, mais pas tout et rien. Les bons projets, les trucs qui sont solides. Une chose que je dis toujours à ceux avec qui que j'ai en consulting, client, quoi que ce soit, follow the money. Il faut suivre l'argent. Pourquoi l'argent ne ment pas? Vous voyez que là, 12 milliards, c'est pas une blague, 12 milliards. Comme les 7,5 milliards de Microsoft qui rachète GitHub, ce n'est pas une blague. Donc, nous, ce qu'on fait, on suit l'argent. L'argent ne ment pas. Pourquoi? De l'argent à ce niveau-là, ça disparaît pas d'un jour à un autre. Vous voyez, ça prend du temps déjà avant de rentrer, donc ça analyse. On voit le mouvement et il reste là. Le temps qu'il travaille, après, il va bouger. Donc là, c'est ça. Nous, on profite de cette fenêtre aussi pour suivre le mouvement. On laisse les grands faire le mouvement. Et une fois qu'eux, ils ont fait le mouvement, ben, nous, on y va. Pourquoi? C'est eux qui dirigent la tendance. Et c'est ce qu'on voit maintenant au niveau de la tendance de crypto. Ils ne sont pas en train de la diriger. Ils sont en train de chercher à se positionner, en train de chercher un sol. Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé ce sol-là. On est toujours baissier. Rappelez-vous, on est dans un bear market. Donc maintenant, c'est accumuler stratégiquement et shorter lorsqu'on voit des continuations dans les jambes baissières. Je bois un peu, il fait ultra chaud. Donc voilà. Maintenant, on a fini avec tout cela. On laisse l'Asie, on va un peu plus bas. On va un peu plus bas dans le Pacifique et on va en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qu'on voit? Une grosse compagnie, une de celles que je vous dis qui est leader dans tout ce qui est blockchain. Ça fait longtemps qu'ils étaient dedans, c'est IBM. On voit que IBM maintenant vient de gagner un contrat d'1 milliard de dollars australiens. Donc c'est quoi? Plus ou moins les 800 millions de dollars US pour développer l'initiative blockchain du gouvernement australien. Le gouvernement australien veut être 100%, enfin être dans le blockchain à fond. Pourquoi? Voilà, comme ils disent ici, pour 2025. Vous voyez ici, donc, donc le but est de devenir l'une des top 3, être dans le top 3 des gouvernements, mais au niveau digital dans le monde pour 2025. Et donc, ils investissent dans la recherche et la technologie blockchain. Et aussi dans quoi? Quantum computing et intelligence artificielle. Ces choses-là, ça va ensemble avec le blockchain. Oui, ça, c'est aussi une grosse erreur que beaucoup de personnes sont en train de faire. Vous ne pouvez pas dissocier la blockchain de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Les contrats intelligents sont basés là-dessus. Et le quantum computing, c'est quoi? C'est la faiblesse, on va dire, c'est le tendon d'Achille, c'est le talon d'Achille, pardon, du blockchain. Pourquoi? Un ordinateur quantique peut arriver à hacker facilement une blockchain, et ça on l'a vu dans le Q2. Hein. Donc là, déjà, on en parlait déjà dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Et Yoann nous avait partagé quelque chose de très, très, très intéressant qu'on avait étudié aussi là-dedans. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment la réponse à notre question. Donc, c'est trois choses ici, là, et comme vous voyez, et bien sûr, plus les data scientists, donc tout ce qui est analyse de données, ben ça, bon, IBM va les fournir. Très important là-dessus. Donc blockchain, quantum et tout ce qui est artificiel, ça va main dans la main. Ouais. Donc oui, ça, vous voyez bien ici, super investi dans quoi? AI, donc intelligence artificielle, le blockchain, quantum computing et le cloud computing. Très important et ça c'est ce que fait IBM est dans le quantum computing et dans le cloud et dans l'intelligence artificielle avec Watson et dans le blockchain aussi. Donc ça, il faut le savoir. Rappelez-vous qu'IBM a quoi avec sa blockchain? Ils ont qui? Ils ont Stellar Lumens. Donc maintenant, lorsque vous voyez un partenariat, maintenant que IBM va développer ça en Australie et que vous connaissez son partenariat blockchain avec Stellar Lumens et que c'est Stellar Lumens qui est là avec eux et qui aussi bosse dedans, Jeb McCaleb, cofondateur de Ripple, qui est en train de bosser dedans. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Le Stellar va continuer à avancer. Pourquoi? Bah, IBM, lorsqu'ils auront besoin d'une solution blockchain, vous pensez qu'ils vont aller vers qui? Ils vont pas aller vers Iota ou vers Cardano. Non, on a in-house. Et qu'est-ce qu'on a chez nous, avec nous? Eh ben, on a Stellar. Donc, il y a du boulot pour eux. Vous voyez que c'est très important. Oui, mais c'est pas Stellar Lumens qui allait vers le gouvernement. C'est à travers IBM qu'ils arrivent là. C'est comme Iota à travers Bosch et à rentrer dans Volkswagen et dans tout ce que l'on voit ici. Mais c'est très important. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Rappelez-vous, il y a ce qu'on avait vu les semaines antérieures, le bottom-up et le top-down. Bottom-up, j'ai ma crypto, donc mon Stellar, ouais, non, Stellar, ça va aller dans le monde. Ouais. Alors, voilà, on a eu un parfait exemple dernièrement, Verge. Verge, partenariat, ils ont voulu rentrer dans une industrie, ils avaient besoin d'une boîte pour rentrer dans l'industrie du divertissement pour adultes. Ça, c'était leur bottom-up, donc de eux vers une industrie. Mais cette industrie, en faisant ses calculs et en faisant ses projections, dit non, nous, on a besoin de trône. Ouais. Mais maintenant, c'est quoi? Le gouvernement est passé par IBM, mais il y a une solution blockchain. Vous voyez qu'ils ils ne sont pas que ça. Ils veulent rentrer full en 2025 dans le monde digital. Ils veulent être le top 3 du monde.
Et là, il y a des solutions. Solutions quantum computing, solutions data scientist, solutions cloud, solutions AI et d'un autre côté, solutions blockchain. Et qui ils ont sous la main pour faire ça au niveau blockchain? Bah, Stellar est déjà là. Ouais. Donc là, c'est aller du top down. Regardez ce qui se passe au niveau macro, donc dans le monde, quelles sont les tendances, on a besoin de quoi et qui est là. Donc il y a quoi? Il y a une demande ici qui a été lancée de la part d'un gouvernement. Donc c'est pas un particulier, c'est un gouvernement pour une nation, pour un pays qui veut développer quelque chose pour 2025. On voit déjà l'horizon. Donc il faut laisser autant au Stellar d'arriver à 2025. Donc ça fait 7 ans ici. Ouais. Mais maintenant, par rapport à ça, bah, il y a une demande qui est là avec l'offre. IBM a une solution, mais ici, nous, sous la main, on a quoi? On a le Stellar. Donc maintenant, c'est l'équipe de Stellar qui doit se retrousser les manches et être au top. Pourquoi? Parce que ça, c'est une opportunité qu'on ne rate pas. Donc ça peut être une adoption massive et ça peut être fort pour eux. Donc vous voyez que maintenant, pour 2025, eh ben, s'il y a une forte demande par rapport à tout ce qui peut se faire au gouvernement, contrat intelligent, pourquoi, identité, prouver, acte de naissance, enfin tout ce que vous voulez, acte de mariage, voilà, vous imaginez tout ce que vous voulez, acte de décès, ainsi de suite. Tout ça, ça va être dans le blockchain. C'est quoi? Des contrats intelligents. À travers quoi? L'intelligence artificielle, pour que ce soit trustless, donc sans confiance et 100% sécurisé, pas centralisé mais décentralisé à travers différents nœuds. Donc là, on va voir comment est-ce que le gouvernement va commencer à gérer ça. Mais c'est ça, ce qui fait que ça va être rapide. Donc on n'aura plus des fils à la préfecture là, ou je sais pas quoi, ou qu'on va nous ennuyer pour ci, pour ça, devoir se vérifier 1 million de fois. Non, tout ça, ça va être géré par la blockchain. Mais maintenant, il en faut une qui est capable de faire ça. Donc ici, on parle d'une nation, on a un besoin réel et on peut quantifier ça avec des chiffres. Tout simplement, c'est quoi? C'est savoir le nombre d'habitants qu'il y a. Donc par rapport au nombre d'habitants qu'il y a, regardez le nombre de services que ces habitants dont ils vont avoir besoin. Et par rapport à ça, on peut se dire, bah, tiens, s'il y a une demande par rapport au salaire du MENS, leur blockchain doit être capable de faire autant de transactions par seconde. Rappelez-vous qu'une transaction, c'est pas juste oui, je viens, je paye pour quelque chose. Non, c'est les contrats intelligents. S'il y a 1 million de personnes qui sont là au même moment, avec des notaires en train de signer des papiers pour ci, pour ça, ben, cette blockchain doit être capable de supporter tout ça. Qu'il n'y ait pas un bug. Rappelez-vous comme on a vu avec les CryptoKitties. Donc ça doit être très rapide, donc ça doit être très puissant. Donc ici, ce n'est pas un jeu. Donc là, ils ont réellement un test. Et on veut que ce soit opérationnel pour 2025. Donc on a une deadline et des dates. Donc ici, ce n'est pas un jeu. Donc ici, c'est les solides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les projets en 2025 qui vont continuer à exister, ce pas des projets qui ont voulu lever des ICO, faire de l'argent rapidement. Ça va être des projets solides qui vont venir répondre à une demande. Donc là, ici, c'est quoi? L'offre doit être au top et solutionner des problèmes réels pour une population réelle. Pas des rêves que oui, dans 10 ans, je ferai 1 million de transactions par seconde. Non, tu as une deadline, 2025. Et donc là, maintenant, c'est fort. Pourquoi? Si, on va dire, le Stellar ne le fait pas, ben, il y en aura un autre qui va être là. La compétition, maintenant, elle est rude. Donc, ouais, maintenant, là, il y a du travail à faire ici. Continuons maintenant. Maintenant, on va laisser l'Australie et on va où? On va en Europe et on commence par la Russie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un géant des paiements, donc Kiwi. Et maintenant, qu'ils vont faire quoi? Ils vont lancer la première crypto-banque d'investissement. Donc là, c'est une initiative qu'avait une personne déjà, Mike Novogratz aux États-Unis. Il voulait faire une crypto investment bank. Maintenant, il commence par la sécurité. Rappelez-vous ce que je dis au début, la sécurité au niveau de l'infrastructure. Et maintenant, ici, après, va venir la banque. Donc d'abord quoi? Dans une banque, qu'est-ce qu'on dépose dans une banque? On dépose des biens, principalement des actifs. Et c'est quoi cet actif? C'est de l'argent. Donc si je dépose mon argent dans un endroit où il y a des trous, je ne vais pas déposer mon argent dans une banque gruyère. Donc il faut que ce soit bien fait, bien sécurisé. Et après, maintenant, on peut commencer à faire des vrais business. Et ça, c'est ce que l'on voit ici. Donc l'initiative commençait par une crypto investment bank, mais avec tout ce qui va avec. Donc ça, vous voyez que ça se développe partout dans le monde. Il n'y a pas de frein ici. On va un peu plus près de nous, enfin plus près de moi, on va à Malte. Et qu'est-ce qu'on a? Le Premier ministre de Malte qui confirme que le Parlement vient de passer 3 lois concernant les cryptos, mais d'un côté favorable. Rappelez-vous que Binance va aller là-bas et que Malte se veut être un hub pour tout ce qui est crypto. Donc là, c'est quoi encore? C'est du positif tout ça, même ici en Europe. Continuez, rappelez-vous, il y a beaucoup de hedge funds déjà qui sont basés là-bas. Donc c'est quoi? Les régulations sont OP pour tout ce qui est investissement, finance, ainsi de suite. Et là maintenant, on va dans tout ce qui est fintech. Donc ici, on a un plus. Maintenant, on va un peu plus près de nous, on va chez les Helvétiques, nos amis suisses. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un exchange là-bas qui va créer sa plateforme d'exchange digital complètement. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le canton de Zug, hein, qui est fortement, qui est appelé Crypto Valley. Si je ne me trompe pas, il y a pas mal de fondations qui sont là-bas, hein. La fondation Ethereum et Bazar. S'ils sont pas, c'est entre Zurich et Zug. De toute façon, bon, c'est dans le même coin. C'est dans l'est de la Suisse.
Et donc là, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là-bas. Donc, vous voyez, comme on dit ici, on appelle ça Crypto Valley. Et maintenant, bah, quoi, bah, il y a ce Swiss Stock Exchange qui va créer ça, sans, comment dirais-je, ce département ici, Exchange Digital, pour tout ce qui est crypto et ainsi de suite. Et après, bah, on verra ce qui va arriver. Et maintenant, en plus, ils ont été plus loin. Rappelez-vous ce que je disais, la possibilité de quoi? De tokeniser des produits et des sécurités. Qu'est-ce que ça veut dire? Une action comme Nestlé, une action comme Syngenta, une action comme Swatch, une action comme Crédit Suisse, Zurich Insurance, tout ça peuvent se tokeniser et être opérés là-dessus. Donc ça, voilà ce qu'on attendait. Et oui, comme ici, euh, mais vous voyez que là, la chose qu'il a, c'est quoi? Donc, il y a encore le côté, donc il y a encore une barrière hein, par rapport aux cryptos, donc les restes des cryptos. Mais ici, c'est plutôt un exchange qui va faire quoi? Tokeniser, donc créer quoi? Des utility tokens et des security tokens. À partir de compagnies existantes, boum, je peux venir là les échanger là. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Donc vous voyez que ça, il y a des choses qui commencent à se mettre en place à un grand niveau. On y arrive et ces choses-là, elles sont déjà là. Mais le but du jeu, rappelez-vous, comme je dis, c'est anticiper ce qui va se passer. Et c'est maintenant que l'on prend en position, mais avec le risque sous contrôle. Et bien sûr, faire le tout pour être du bon côté du trade. Maintenant, on continue avec ça, on reste en Europe et on va en Hollande. Et qu'est-ce qu'on a? Flow Traders, donc c'est la grosse boîte de trading haute fréquence, donc trading algorithmique, high frequency trading, basée à Amsterdam. Qu'est-ce qu'ils font eux aussi maintenant? Ben, eux aussi, qu'on voit maintenant, ils rentrent aussi dans quoi? Dans le trading crypto. Vous voyez qu'au début, ils étaient en train de faire pas mal de choses au niveau action, forex et tout ce que vous voulez. Et ben maintenant, ben, ils commencent à faire quoi? Ben, qu'on voit ici, un des ETN, Exchange Trading Notes, Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, donc leurs clients maintenant ont accès à cela. Donc là, avec il y a des choses qui sont en train de se passer, ouais, qu'on ne fait pas ça comme ça. Pourquoi? Vous devez comprendre une chose. Qui dit compagnie déjà faite, qui dit des compagnies déjà édifiées, dit capital. Il y a des clients que du capital qui rentrent dedans. Donc on ne donne pas un produit aux clients qui vont les faire fouiller. On donne un produit aux clients conséquents. Avec ça, on va pouvoir faire de l'argent, comme on dit bien ici. Institutional investors are interested. Donc, dire qu'il y a un intérêt, ils sont intéressés par ça. Lorsque vous avez des actifs avec le potentiel haussier qu'il y a, c'est ça. Lorsqu'on voit les tensions qu'il y a, c'est ça. Rappelez-vous, Bitcoin, valeur refuge, les cryptos maintenant sous-évalués, un stock market surévalué, des monnaies avec des taux d'intérêt qui ne donnent rien du tout, l'inflation ici, ça, où je mets mon argent? Rappelez-vous, on a vu quoi? Un chiffre horizon 2025. Donc d'ici 2025, imaginez-vous si je mets de l'argent aujourd'hui, j'en aurai combien en 2025? Donc là maintenant, ben voilà, hein. Là c'est pour vous inspirer, c'est pour vous orienter. Donc maintenant c'est à vous d'aller faire ce qu'il faut au niveau de la recherche par rapport à tout ça. Alors maintenant, vous voyez que là, on a cette news aussi qui est confirmée par Bloomberg. Donc ici, les speed trader jumps into crypto bets opposed by Watchdog. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, encore pareil, hein. Donc c'est la même news. Flow Traders de Amsterdam qui rentrent dans la crypto-économie. Maintenant, on retourne aux États-Unis. On retourne maintenant. Là, on va dans quoi? Oui, là maintenant, on a fini tout ce qui était européen. Maintenant, on va finir ici avec tout ce qui est entité, donc institutions financières premièrement, donc banque d'investissement, grosse banque, exchange, ainsi de suite. Et on commence par Circle. Rappelez-vous, Circle, c'est quoi? Circle, c'est Goldman Sachs qui est derrière. Circle, ça donne un service pour des clients qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est minimum des ordres. Je ne dis pas un compte, mais des ordres de. Ils avaient commencé avec un quart de million, maintenant c'est un demi-million. Donc, minimum des ordres à placer sur leur plateforme, c'est un demi-million, donc 500 000 dollars. Et maintenant, on voit que quoi? Comme dit l'article, ils continuent à avoir des clients malgré le bear market. Donc oui, on est dans un bear market, mais il y a des gens qui continuent à venir. En général, on va dire, oh non, c'est un bear market, tout le monde fuit. Non, rappelez-vous, eux, ils ont des investisseurs accrédités qui savent opérer, qui savent se couvrir dans un bear market. Et donc, quand ils voient ça, ils voient quoi? Une opportunité. Donc, vous voyez que d'un autre côté, il y en a qui pleurent et qui crient. Mais d'un autre côté, il y en a qui viennent. Le big capital, il vient maintenant. Et ça, comme je vous le dis, et je vous le dis tout le temps, et ça, c'est l'expérience qui vient en ayant regardé d'autres actifs avant. Dans des bear markets, il faut savoir comment opérer, donc mettre des shorts, et c'est là qu'on vient accumuler. Et je vous ai toujours envoyé à l'histoire de Nathan de Rothschild. Allez voir ce qu'il a fait dans un bear market, mais c'est une journée noire. Défaite de Napoléon à Waterloo, qu'a-t-il fait lui? Comment est-ce qu'il a accumulé et se retrouve avec le monopole? Donc ça c'est quoi? C'est une étude master de comment opérer dans un bear, quoi que ce soit. Bear market journalier ou quoi que ce soit. Là maintenant ici c'est quoi? Là dans ce que lui il a fait ce serait plutôt buy the dip. Buy the dip c'est quoi? Ah une journée noire, une journée où tiens, on a vu un crack du marché de autant. Mais non, si je sais qu'il y a eu un crack de marché d'autant, moi je dois en tirer profit parce que je voulais être dans Apple. Apple ou on va dire Amazon était à 1700 et avec le flash crash qu'on a eu aujourd'hui, il est tombé à 1200. Waouh, c'est l'aubaine de ma vie, je peux rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le mindset d'une personne qui sait comment on opère dans un bear market.
parce qu'il a inclus ça dans son système et c'est un outil adéquat. Il sait exactement quand est-ce qu'il doit utiliser cela. Et donc là, voilà. Donc vous voyez que même dans des gros exchanges qui ne sont que pour servir des clients institutionnels, donc les clients principalement de quoi? De Goldman Sachs, qui malgré un bear market, eh ben, continuent à avoir des clients. Donc on se dit, bah, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Non, parce que ces clients-là, ils savent ce qu'ils font. La question est maintenant, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez tirer avantage de cette situation ici? Est-ce que vous avez les aptitudes? Est-ce que vous êtes au top à ce niveau-là? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'une crypto ou le blockchain? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là, il faut vous remettre en question et vous mettre à niveau. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, l'argent n'arrête pas. Vous voyez ici, on a des speed traders. Qui dit trader, c'est quoi? C'est quoi l'outil d'un trader? C'est de l'argent. Donc c'est de l'argent qui va très vite. Donc ça va bien plus vite que nous et eux n'arrêtent pas. Donc c'est pas l'argent qui va freiner pour que nous on se mette à niveau, c'est à nous mettre à niveau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le truc qu'il faut comprendre. Et si vous voulez être dans ce marché crypto, ben, il va vite. Il va très vite. Il va plus vite que n'importe quel autre marché. Rappelez-vous, hein, c'est bizarre hein, quand même qu'on a des marchés classiques qui ferment le week-end. Mais on a des cryptos qui, c'est le plus jeune marché qui vient à peine d'arriver, il ne ferme pas le week-end et il est 24 sur 24. Avec moi qui venais du marché classique, je vous dire que depuis qu'il y a des cryptos, j'adore Apple, Netflix, tout ça, j'aime trader ces trucs-là, j'aime trader le gold, le pétrole, j'adore ça, tout ce qui est global macro, je crois que vous l'avez remarqué. Mais je peux dire qu'à un moment donné, ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait d'être là, de dire ouais, c'est fermé, ouais, lundi, ouais, ça va ouvrir, oui, j'analyse, oh, Trump a dit ceci. Donc vous voyez là, je vais au rythme auquel ça va. Mais dès qu'il y a eu des cryptos, waouh, c'était retour vers le futur. Et c'est ça qui me donne de l'énergie au quotidien. On se dit, mais comment, beaucoup de gens ont laissé un commentaire, disent, oh, mais gars, comment tu fais pour être là 1 heure par jour? 1 heure par jour, je vous dis la vérité, c'est rien. Ça, c'est, cette émission ici, c'est du muesli, ça, c'est des amuse-gueules. Ça, c'est rien, ça. C'est même pas encore des choses consistantes. Vous voyez que faire des global expositions du 18 heures, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a du capital qui est mis dedans. Ça, c'est rien, ça. 1 heure de vidéo, c'est rien. Ça, c'est une plaisanterie, ça, c'est un muesli. Ouais. Donc là, on va sérieux. Donc moi, vous voyez que mon niveau d'énergie, c'est la blockchain qui me donne mon énergie. C'est ça, parce que ça va tellement vite que là, je me dis, waouh, j'ai de quoi jouer 24 sur 24, 7 sur 7. Et là, c'est dingue. Donc j'ai des opportunités à n'importe quel moment. Je ne vais pas me dire, oh tiens, si, ça. Et surtout que maintenant, moi, je regarde ça dans du long terme. Je regarde ça pour 2025, 31, quand je ne serai pas là. Donc ici, il y a tout le temps de bien se positionner. Et pas de problème pour des shorts, je l'ai dit. Maintenant, je ne suis pas en train de shorter, je suis en train d'optimiser le portefeuille. Une fois que j'ai ce que je veux, que j'ai dit non, là, j'ai le portefeuille, ok, là, maintenant, on repart à autre chose. Et si on est dans un bull market, eh ben, je serai à la hausse avec du levier. Si on continue dans un bear market, eh ben, je serai à la baisse avec des shorts. Tout simplement, voilà. Et là, maintenant, bah, voilà, on continue encore avec un autre. Coinbase. Coinbase qui est là, terrible. Et qu'est-ce qu'ils font? Custody. Rappelez-vous ce que j'ai dit au Japon, ce qui est clé, ce qui empêche le grand capital de rentrer, c'est le custody. C'est quoi le custody? Je ne vais pas mettre mon argent dans un gruyère. Custody, c'est juste ça, savoir que ça, mon argent, il est pris en sécurité et il est bien en sécurité. Donc maintenant, Coinbase vient de lancer ça, on avait déjà donné cette news, mais il lance pas ça pour tout le monde, il lance ça pour qui? Pour les clients institutionnels. Oui. Coinbase Custody Service was created to provide access to institutions and companies. Oui. Which are looking to get involved in trading digital currencies. Donc ça, c'est que pour des compagnies. Quand je dis compagnies, c'est les grosses institutions, les hedge funds, les instituts et tout ça. C'est que pour eux. Ouais. Donc ça, c'est très important. Donc avec ça, on est en train de préparer. Rappelez-vous, on prépare la venue de... Il y a du gros capital qui va venir, mais c'est l'infrastructure. Donc tant que tout ça, c'est pas prêt, vous verrez pas le capital arriver. Ouais. Un hôte n'arrive pas dans une chambre d'hôtel, dans sa suite royale, et on est en train de la peindre et de faire quoi que ce soit. Non, là, le personnel est viré, et l'hôtel, il perd ses 5, 6, 7 étoiles. On va chez la concurrence. Quand on arrive, déjà depuis l'aéroport, depuis mon jet, j'ai déjà mon tapis rouge, et j'arrive, j'ai tout mon cortège qui est là, et j'arrive là. Ben là, c'est ce qu'on est en train de faire. En train de dérouler le tapis rouge au capital. C'est le capital qui va venir. Ici, il ne faut pas vous tromper. Ce n'est pas les institutions qui sont rois ici. Roi ou reine, ce que vous voulez. Ici, le roi, c'est le capital. On est en train de dérouler un tapis rouge au capital. Mais ce capital est détenu par des institutions. Il est divisé par des institutions. Le capital lui-même est déjà, par définition, décentralisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 100 trilliards à un seul et même endroit. Il est réparti je mélange l'espagnol, excusez-moi, dans différentes institutions. C'est quoi? Et c'est ce qu'on appelle les parts de marché. Il y a un marché total qui a un certain capital, donc la market cap on va dire, du stock market ou de quoi que ce soit, bah, c'est réparti à travers divers fonds. Maintenant, tous ces divers fonds, bah, ils ont dit, bah, tiens, on va mettre de l'argent dans une nouvelle classe d'actifs. Donc, c'est pas nous qui venons. Nous, c'est le prestige, notre nom, parce qu'on représente X partie de ce capital.
Mais maintenant, bah, c'est le capital qui va rentrer. Donc c'est le tapis rouge, on le fait pour le capital et non pour les institutions. Ce qui se passe ici, c'est que c'est les institutions qui doivent, elles, ouvrir les portes pour ce capital. Leur capital, c'est leur VIP, c'est leur gagne-pain. Donc on ne va pas laisser notre capital sortir, aller n'importe où. Les institutions, pensez à ça comme ça, ce sont les gardes du corps du capital. Donc si moi, je suis un 7 étoiles, je ne vais pas donner mon capital à 1 étoile. Donc que tu sois crypto, que tu sois tout ce que tu veux, n'importe quelle promesse, monte ton niveau. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, monter au niveau 5 étoiles. Après, le moment où tu seras 5 étoiles, on peut y aller. Quand tu n'auras pas un exchange gruyère ou un wallet gruyère où on rentre et on sort, où il y a n'importe quoi comme hack. Enfin, je m'en fous pour les particuliers, mais pas pour mes clients VIP. Ouais, donc c'est ça la chose. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, continuons. Il nous reste quoi? Deux, trois articles ici, voilà, les trois derniers. On va à Binance et vous voyez que Binance aussi est en train de faire la même chose. Donc vous voyez Coinbase et Binance, c'est les deux plus grands. Vous voyez ici Binance releases Secure Asset Fund. Ouais. Pourquoi? Il y a eu une attaque. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a eu une attaque à Binance, ainsi de suite. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc Binance aussi est en train de faire la même chose. Mais ici, Binance est un grand exchange. Ils ont beaucoup de particuliers. Et comme la plupart des exchanges aussi sont en train de le faire. Donc la plupart des exchanges, vous allez voir, et si vous venez avec un certain capital et qu'on va vous considérer comme étant une institution, les institutions, on a droit à d'autres choses. On a droit à une sécurité, on a droit à une assurance pour pas mal de ce qu'on fait. On a droit, même dans des exchanges comme Binance qui n'acceptent pas de fiat, on a droit à être backé par du fiat. On voit qu'il y a pas mal de choses qui sont là. Et là maintenant, bah, c'est ça. Hein. Donc là, ici, c'est le CFU, donc Secure Asset Fund for Users, donc là pour les utilisateurs. Mais ouais, que Coinbase, eux, ils ont directement été vers quoi? Vers tout ce qui est institution. Et Binance, pour le moment, là où ils sont, c'est pour tout ce qui est, on va dire, n'importe quel utilisateur. Mais à travers Malte, vous avez déjà vu ce qu'ils font à Malte. À Malte, ils ont déjà commencé à donner de l'argent pour un fonds à Malte, pour faire ci, pour faire ça, pour investir dans l'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Malte, il y a beaucoup de hedge funds qui sont basés là. Et ces hedge funds, quand ils vont vouloir opérer, bah, j'ai pas envie qu'ils aillent loin, j'ai envie qu'ils traversent la rue et qu'ils viennent chez moi Binance, juste en face d'eux. Vous voyez que tout ça, c'est stratégique. Donc continuons. Et vous voyez que dû à l'attaque, enfin ce qui s'est passé, il y a quoi? Il y a une personne qui a perdu combien ici? Qui a perdu tous ses bitcoins à Binance. Donc vous voyez qu'on parlait dernièrement, j'en parlais avec pas mal d'entre vous, avec tout le monde, on en parle tout le temps, hein, de la sécurité. Je dis toujours et je le répète encore, tolérance zéro. Soyez bien diversifiés aussi dans vos wallets, dans ci, dans ça. Et la personne ici avait son tout effet. Donc, two factor authentication dans son compte. Et ça a été hacké. Ouais. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucune sécurité. Que ce soit dans un exchange, dans un broker, dans un wallet, dans un nano wallet, dans un hardware wallet, dans un cold wallet, sécurité, elle est zéro. Ouais. Zéro, la sécurité, nulle part. On est toujours dans une phase embryonnaire. Les hackers sont là. Rappelez-vous ce que je vous disais, dont je l'ai parlé dans une des vidéos. Au fur et à mesure que cette technologie va être adoptée, elle va monter. Les hackers aussi vont monter. Pourquoi? La technologie bénéficie tout le monde. Oui, vous pouvez avoir un couteau pour, je sais pas moi, couper des aliments, mais avec le même couteau, malheureusement, il y a certaines personnes qui peuvent aller et faire du mal à une autre personne. Oui, c'est ça. Donc ici, prenez que la blockchain, la technologie de blockchain, c'est un couteau à double tranchant. D'un autre côté, ben, on améliore, on rentre dans une nouvelle révolution industrielle, mais d'un autre côté, ben, il y en a qui se servent de ce même couteau. Pourquoi? Ben, pour perpétrer des actes criminels. Et donc là, des hacks, et il y a quoi? Il y a des victimes d'un autre côté. Oui, cette victime, ça peut être vous, ça peut être moi. Moi, j'ai déjà eu des problèmes, j'en ai eu plein. Comme je dis, ben, des wallets, voilà, dernièrement, je l'ai dit, hein, mon wallet blockchain. Je venais de faire un transfert, je voulais racheter, on m'a limité mon achat, on m'a dit non, monsieur, ce n'est pas vous, wallet bloqué. Waouh! Comme je dis, imaginez-vous, il y avait tout mon argent dedans. Imaginez-vous que c'est le wallet à travers lequel vous recevez votre pension ou à travers lequel vous recevez, je sais pas, votre salaire dans un monde de demain. Rappelez-vous de la BIS, c'est ce qu'ils veulent faire. Et maintenant, bah quoi? Bah, ce wallet-là, il est bloqué parce qu'on n'arrive pas à vérifier votre identité ou qu'un hacker a hacké votre identité dans le blockchain, comme l'Australie veut aussi bien le faire. Et ça y est, maintenant, vous êtes out. Rien, comment vous le faites? On va bifurquer la blockchain que pour vous ou le retrouver. Enfin, je ne sais pas quelle solution on va avoir là, mais bon, vous voyez un peu où je vais en venir. Donc là, il faut penser à toutes ces éventualités. Donc aujourd'hui, c'est bien, ouais, les cryptos, les blockchains, ouais, je vais faire de l'argent, je vais investir, mais 7000 BTC ont pu être volés. Ouais, on estime qu'il y a 7000 bitcoins qui ont été volés. Et rappelez-vous que ça, c'est une attaque. Donc ça, c'est l'attaque qui a réussi. Et comme je dis, je suis investi et je regarde des compagnies comme Palo Alto et toutes ces compagnies-là qui donnent des services de sécurité pour des entités, pour des banques ou quoi que ce soit. Lorsque vous voyez le nombre de hacks, de tentatives de hacks qu'ils ont au quotidien, c'est hallucinant. Et les chiffres atteignent les milliards. À un moment donné, on parlait de 2 milliards de tentatives d'attaque par jour. Et donc là, vous voyez qu'une de ces attaques-là, donc c'est tout confondu, hein, gouvernement, page web, tout ce que vous voulez. 2 milliards d'attaques par jour. Et ici, il y en a une qui a fonctionné et voilà le butin, 7000 bitcoins.
estimation, vu que Binance n'a pas voulu donner des chiffres. Et ça, c'est pas la seule attaque qui arrive à Binance. Binance est attaqué tous les jours, chaque seconde. Maintenant, au moment où on parle, Binance est attaqué. Tous les exchanges sont attaqués maintenant. Le compte en banque est attaqué, tout est attaqué. Et c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui sont là. Et rappelez-vous, et là je le dis encore, au fur et à mesure où la technologie va continuer à avancer, bah, les hackers seront de plus en plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils auront accès à des machines puissantes. Demain, ils auront accès à des ordinateurs quantiques. Les hackers auront de l'intelligence artificielle. Ils auront des data scientists avec eux. Qu'est-ce qu'ils auront encore? Quantum computing, ouais, ça on a dit, les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle, tout ça ils l'auront aussi. Donc voilà. Et ça a été mentionné dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Donc là, il ne faut pas ignorer ça. C'est une réalité. Donc maintenant, bah, continuons. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le top exchange Binance encore quoi, qui pour cette année, rappelez-vous, c'est l'exchange qui était fort monté. Changpeng Zhao, donc le fondateur, est devenu milliardaire maintenant, hein. Et l'exchange maintenant va encore faire quoi? 1 milliard de profit encore cette année-ci en 2018. Vous voyez qu'on est qu'à la moitié de l'année et ils sont déjà là. Ouais, et beaucoup de gens se disent, mais comment est-ce qu'il peut y avoir si ça? Rappelez-vous que ces exchanges font de l'argent comment? C'est les commissions. Commission d'entrée, de sortie, de retrait et commission de quoi? Ben, sur les opérations. Donc au plus on opère, au plus ils ont des opérations. Comme je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, je disais que le meilleur business, il y en a beaucoup qui disent ouais non, je vais devenir super riche, ou bien ce qu'on voyait sur internet, ouais, deviens riche en faisant du trading ou quoi que ce soit. Non, si tu veux devenir riche, ouvre un exchange. Alors, en moins d'un an, il est devenu milliardaire. Et la personne qui fait du day trading depuis Jeanne d'Arc, ils sont où ces milliards? Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore ton nom dans la liste Forbes? Mais Changpeng Zhao, il est dans la liste Forbes en moins d'un an. Donc c'est quoi le véritable business? Le véritable business, c'est de faire un business. Et aujourd'hui, c'est de faire un exchange. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent être milliardaires et s'acheter des Lamborghini. Oubliez le trading. Là, je vous le dis. Si tu veux être ci, ça, être milliardaire, ne trade pas. Fais un exchange. Bref, faut être malin. Donc, ça, le truc. Tu vois bien qu'il y a trop de choses à savoir si tu veux trader. Voilà. Ça, c'est mon passe-temps. Pour moi, c'est un jeu. La global macro, c'est un jeu. Je vous dis clairement, pour moi, c'est un jeu. C'est pour ça que moi, je suis relax. Je n'ai pas besoin d'être en costard cravate ou de prétendre ci, ça. Moi, personnellement, je vous le dis, je m'en fous. Moi, je suis là, je suis cool, relax. Maintenant, là, si je mettais ma caméra, je suis en short hawaïen et en débardeur sous 38-40 degrés. Voilà exactement comment je suis. Avec un verre de je ne sais pas quoi. C'est quoi? C'est du thé vert ici. Voilà, glacé. Donc, vous entendez le glaçon. Donc, voilà. Et là, je suis tranquille. Mais il y en a qui font des vidéos hawaïennes où ils veulent s'inventer un lifestyle. Moi, je vis déjà au soleil. Donc voilà. Et je suis bronzé toute l'année. Donc voilà. Mais le truc, c'est quoi? Si tu veux être milliardaire, comme on te le vend en liberté financière, ainsi de suite, ouvre un exchange. Crée un exchange et tu seras milliardaire. Regarde, comme Changpeng Zhao, en moins d'un an. Tu vois? Ça, c'est le véritable business. Et non le trading. Le trading, c'est dur. Global macro, tout ça, c'est dur. Tu dois mettre trop de choses en tête et regarde contre qui tu joues. Tu joues contre des Goldman Sachs, contre des IBM, ainsi de suite. Si tu ne comprends pas ce qu'ils font, ne te mets pas avec eux. Regarde, un jeune homme ici, en moins d'un an, est devenu milliardaire. Ou fait une ICO, fait, je sais pas, fait un truc du genre. Voilà. Et là, maintenant, plus sérieusement, on termine. Enfin, j'étais sérieux aussi, hein, mais ici, on termine avec l'Abyss. Et qu'est-ce que. Là, il y a monsieur Augustin Carstens, donc à nouveau, qui vient d'arriver à l'Abyss, donc qui vient d'arriver à Basel. Et qu'est-ce qu'il vient de dire ici? On l'a interviewé et on l'a posé une question au sujet des cryptos. Donc, il y a toute l'interview ici, le lien qui est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Son message pour tout ce qui est crypto, monnaie, ainsi de suite. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la BIS, c'est la banque centrale des banques centrales. Tout simplement, c'est ça. C'est la Bank of International Settlement, donc la banque des règlements internationaux. Donc ça, c'est la banque qui est derrière toutes les banques centrales. Donc derrière la Fed, derrière la Bank of England, derrière la BCE, tout ça, bah, c'est lui qui est derrière ça. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Son message pour les jeunes. Mon message pour tous les jeunes, arrêtez de vouloir créer de la monnaie. Tout simplement, c'est ça. Donc ça c'est quoi? Bah, pour ceux qui font des ICO, j'ai une crypto-ci, crypto-ça, crypto-ci, crypto-ça. Et après on a vu 800 ICO, 800 cryptos qui sont mortes. Donc arrêtez de vouloir en créer. Ouais. Donc amène quelque chose qui a une réelle utilité. Et donc voilà, c'est son message. Et d'un autre côté, bah voilà, je serais d'accord avec lui. Fais plutôt un exchange ou un truc dans le genre. Ok? Donc voilà. Ici, on arrête ici. Donc là, vous savez comment me retrouver, hein. Donc vous avez tout pour pouvoir me contacter. Tous ces liens, vous les aurez à travers la page YouTube ici aussi. Pour tous ceux qui veulent avoir accès au service, ainsi de suite, vous venez au www.institume.com et là, on verra comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider selon vos besoins. Et d'un autre côté, bah, nous, on va se retrouver demain. Il y a les Global Crypto Research. Bah, là, je finis ceci. Donc là, je vais directement dans les Global Crypto Research, continuer à ramener et actualiser les graphiques, ainsi de suite, que ce soit présentable. Et donc là, voilà, recommencer la vidéo que j'avais déjà. Donc là, maintenant, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont venues se rajouter. Je me dis, ah tiens, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et donc là, voilà. Donc là, rappelez-vous que moi, j'aime bien ramener des choses qui sont bien, qui sont concrètes et qui sont, bah, voilà, qui vont réellement aider. Donc, amener de la valeur. Principalement, c'est ça. C'est un service
à travers lequel, vous, en le payant, en y étant souscrit, il y a de la valeur qui doit être délivrée. Donc, si moi, je trouve que la valeur, elle n'est pas au top, eh ben, elle n'est pas au top. Pourquoi? Ça, c'est mon respect par rapport à vous et par moi-même aussi. Pourquoi? Vu que quand même, je suis investi dans les cryptos qu'on analyse. Donc, je veux que mon analyse soit au top. Ok, donc voilà, donc là on va se retrouver dans le Global Equity Research, comme j'avais dit bah, pour ce week-end, donc ça va arriver là, bah, ce soir ou peut-être demain ou quoi que ce soit, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir votre lecture. En plus, je vous laisse profiter du mondial. Et donc voilà, ok. Et donc un grand merci, excellente soirée, bon dimanche, on se retrouve demain pour le Bitcoin trading et la semaine prochaine on recommence une nouvelle semaine et bien évidemment bah, les rapports lorsque tout sera prêt, vous allez commencer à les recevoir, donc là vous inquiétez pas, donc là vous aurez le tout. Ok, donc un grand merci à tous, vous passez un excellent week-end et on se retrouve demain, bye bye.